Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du scanner et on va utiliser le scanner de l'encéphale ou du crâne pour commencer cette étude. Alors, le scanner est une imagerie à rayon X qui s'appelle également la tomodensitométrie. Tomodensitométrie, ça veut dire quoi? Tomo, ça veut dire en étymologie une coupe, et donc densitométrie, c'est l'étude des densités. Donc on aura en fait des coupes de l'organe étudié, en l'occurrence ici donc le crâne ou l'encéphale. Et donc, sur chaque coupe, on aura différentes densités, donc c'est-à-dire des images qui auront en fait une teneur en gris plus ou moins clair ou plus ou moins foncé. Tout ce qui apparaît en blanc, c'est ce qu'on appelle une hyperdensité. Donc là, en l'occurrence, l'os, la voûte crânienne sera hyperdense. Et ce qui apparaît sombre, là en l'occurrence le liquide céphalorachidien, donc ce qui est aqueux, va apparaître plutôt hypodense, voilà. Et puis ensuite, après, on aura des teneurs plus ou moins charnues, tissulaires, qui seront isodenses, etc. Donc, on parle de densité en tomodensitométrie comme en radiographie, puisqu'on utilise pour les deux technologies l'étude en rayon X. Donc on aura donc des coupes, là en l'occurrence du crâne, donc vous voyez, donc là on fait défiler les coupes. Ici sur la série de gauche on a ce qu'on appelle une séquence par acquisition hélicoïdale. Alors acquisition hélicoïdale, c'est aujourd'hui l'acquisition classique au niveau de l'ensemble des machines, c'est-à-dire qu'en fait le patient est allongé sur une table de scanner et il y aura une hélice qui va être réalisé avec un appareil qui aura des émetteurs de rayons X qui vont traverser l'organe, donc en l'occurrence le crâne, et ensuite des récepteurs en fait qui vont réceptionner l'image et qui vont calculer un coefficient d'absorption du rayon X et qui vont ensuite recalculer une image et qui vont nous donner donc des coupes. Donc voilà, donc c'est une imagerie en coupe exactement comme pour l'IRM. Donc ici à gauche on a une série donc avec une acquisition sans injection de produit de contraste. Alors vous voyez en fait les vaisseaux sanguins ne sont pas opacifiés. Les vaisseaux sanguins sont grisés, exactement comme les autres tissus. Et ici à droite, on a une série avec injection, et on voit ici, par exemple, là, on a les artères du polygone de Willis, ou ce qu'on appelle également cercle artériel de la base, donc qui sont opacifiés, avec également donc les veines cérébrales qui sont opacifiées également. On le voit bien ici, les veines cérébrales. Donc, on ne peut pas parler de l'ensemble du contenu de l'encéphale ou du crâne en une seule partie, c'est extrêmement long, extrêmement complexe. Donc on va juste s'atteler à l'étude du contenu endocrânien, et donc on ne parlera pas des orbites et ni du massif facial aujourd'hui. Le contenu endocrânien, donc tout d'abord, on a la voûte de l'encéphale, qui est l'os de la voûte du crâne, et donc c'est un os qui est constitué par plusieurs parties osseuses qui sont soudées à l'âge adulte, contrairement au nouveau-né qui présente deux fontanelles, qui sont des espaces on va dire, qui sont fibreux, mais qui ne sont pas, qui sont membranaires, mais qui ne sont pas ossifiés, et qui permettent justement l'expansion en taille du cerveau, qui fait que le cerveau de l'enfant va grandir, et donc les os se souderont bien plus tard. Il y a une pathologie malheureusement sévère de l'enfance qui s'appelle la maladie de Crouzon, qui est une anomalie en fait qui est constituée par l'absence de fontanelles normales qui sont déjà ossifiées anormalement, et qui fait que malheureusement, l'enfant ne peut pas faire grandir son cerveau, et donc le cerveau sera comprimé au sein d'une voûte crânienne déjà soudée. Donc chez l'adulte, les fontanelles ont disparu, la voûte crânienne forme un os compact, qu'on voit ici bien hyperdense, voilà, et donc il sera constitué par plusieurs portions qui sont en fait liées, et qui auront les mêmes noms que les lobes cérébraux adjacents. Alors le cerveau, qui est en fait le principal organe du système nerveux central, c'est ça, le cerveau, donc c'est le principal organe de la voûte crânienne. Le cerveau est un organe extrêmement complexe, qui est constitué par deux hémisphères. Donc il y a un hémisphère droit ici, et un hémisphère gauche ici, qui sont séparés par ce qu'on appelle la faux interhémisphérique. En fait, c'est une membrane, comme une aponévrose, vous voyez, qui sépare les deux. Le cerveau est constitué par plusieurs lobes. Donc de chaque côté, on aura des lobes qui feront face à l'os qui se trouve adjacent et qui portera le même nom. Donc à l'avant ici, donc on va commencer par le haut du cerveau, donc la partie tout à fait supérieure du crâne, ça s'appelle le vertex. Le vertex, c'est la partie tout à fait haute. Et donc ici, juste là déjà, en avant, on a ce qu'on appelle les lobes frontaux. Donc ici, le lobe frontal droit, lobe frontal gauche. Vous voyez, les lobes frontaux sont assez volumineux, sont le siège de systèmes neurologiques extrêmement complexes, et notamment qui permettent le raisonnement, et donc au niveau neurocognitif, neuropsychologique, ont une importance capitale. Donc les lobes frontaux sont ici. À l'arrière, ils communiquent avec ici
les lobes pariétaux. Et donc les lobes pariétaux, c'est les lobes qui se trouvent ici. Donc ici, le lobe pariétal droit, lobe pariétal gauche, vous voyez. Donc voilà, ça c'est les lobes pariétaux qui font face ici à l'os pariétal, donc de chaque côté. Voilà. Ensuite, on descend un peu plus bas. Donc ici, vous voyez, on est au niveau des orbites. Là, on a les globes oculaires que vous voyez ici. Ici, on a les nerfs optiques. On voit ici le nerf optique droit, le nerf optique gauche. Ici, donc, on a les lobes dits temporaux. Donc, ce sont des gros lobes qui se trouvent au niveau des tempes, vous voyez. Donc, ils font face ici à l'os temporal ou le rocher. Ça s'appelle le rocher, un os extrêmement complexe qui se trouve ici. Un peu plus en arrière et en profondeur, on a ce qu'on appelle les lobes occipitaux qui font face à l'occiput. Donc l'occiput, vous savez, c'est la partie arrière et postérieure et un peu inférieure de la base du crâne ici. Voilà, c'est l'occiput. Donc ici, on a les lobes occipitaux. Donc les lobes occipitaux, très importants parce qu'ils sont le siège notamment de l'image visible, donc de la vision. Voilà. Ça, c'est le cerveau de façon très schématique. Alors, on remarque que le cerveau fait ce qu'on appelle des circonvolutions, c'est-à-dire qu'en fait, le système neurologique chez l'hominidé, et pas que, chez beaucoup de mammifères également, évidemment, pour gagner de l'espace, en fait, va faire ce qu'on appelle des circonvolutions, ça veut dire en fait des petites courbures comme ça. Et en fait, à ce niveau-là, on aura ce qu'on appelle la substance grise, c'est-à-dire les neurones, en fait, les neurones du cerveau, qui vont faire en fait des petites vaguelettes comme ça, qui permet d'avoir une surface de neurones beaucoup plus importante dans un volume qui reste relativement réduit. Donc c'est comment gagner de l'espace, comment gagner de la surface neuronale, du volume neuronal, effectivement, tout en gardant un volume relativement restreint, donc c'est en faisant en fait des replis comme ça, des circonvolutions. Ces circonvolutions, ça s'appelle au singulier un gyrus, et au pluriel des gyri. Donc ici on a des gyri, voilà, ou on peut dire aussi des gyrus, donc cérébraux. Donc là, au niveau donc, du lobe frontal droit. Un peu plus en profondeur, ici, on voit qu'on a des structures qui sont constituées d'un liquide qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Alors, le liquide céphalorachidien, c'est un liquide qui est extrêmement important puisqu'il permet en fait la circulation et l'alimentation aussi donc, du système nerveux central, et donc va circuler, comme son nom l'indique, au niveau de l'encéphale, liquide céphalorachidien, et au niveau également du rachis. Voilà, sur l'ensemble du rachis, donc il y a une circulation de ce liquide. Et donc là, en fait, on a ce qu'on appelle les ventricules cérébraux. Donc ici, on a les ventricules hémisphériques ou ventricules latéraux. Ici, on a le ventricule latéral droit. Ici, le ventricule latéral gauche. Vous voyez? Alors, au niveau de l'encéphale, il y a 4 ventricules. On a les 2 ventricules latéraux, puis il y a le 3e ventricule qui se trouve ici, puis on descend un peu plus bas, et il y a le 4e ventricule qui se trouve ici. Alors, le cerveau, c'est ce qui occupe la portion supérieure du massif encéphalique. Et donc, il y a la portion inférieure qui est constituée par le tronc, donc ici ce qu'on appelle le tronc cérébral. Donc le tronc cérébral, en fait, c'est la portion du système nerveux central qui va transmettre toutes les données donc, du cerveau vers la moelle épinière ou la moelle spinale. Et donc, il va conduire toutes les informations du cerveau vers la moelle spinale qui va ensuite innerver l'ensemble du corps humain. Mais on a également un organe très important, donc au niveau ici de la partie donc postérieure et inférieure du crâne, on a ici le cervelet. Donc le cervelet, c'est un organe extrêmement important qui est constitué par 2 hémisphères, donc hémisphère cérébelleux à droite et hémisphère cérébelleux à gauche. Et ici au centre, on a ce qu'on appelle le vermis ou vermis. C'est en fait une portion centrale du cervelet. Voilà. Alors, ici on a une très belle vision du 4e ventricule dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Le cerveau, c'est l'organe principal du corps humain, si j'ose dire, le chef d'orchestre du corps humain, celui qui est le siège de la pensée, du raisonnement, des émotions, comme diraient certains aussi. Certains estiment que c'est au cœur que reviennent les émotions, mais en réalité, il s'agit bien plus volontiers du cerveau qui est responsable de ça. Et donc, en fait, les lobes cérébraux contiennent des neurones ici, c'est ce qu'on appelle la substance grise. Et la substance grise, en fait, les neurones ici vont envoyer par des axones, c'est-à-dire des câbles, en fait, qui sont myélinisés et qui sont un peu gras, parce que la myéline, en fait, c'est une sorte de substance un peu grasse. Et donc, du coup, ils seront un peu plus hypodenses, parce que la graisse, vous savez, au scanner, c'est un peu plus hypodense. Là, je vais ouvrir la fenêtre juste pour vous montrer. Là, vous voyez, ça, c'est le scalp, c'est-à-dire la peau, en fait, et la région hypodermique, donc c'est-à-dire juste ce qu'on appelle l'hypoderme, donc juste sous le derme. Donc là, on a le derme, ici on a l'hypoderme, et donc la graisse au scanner est plutôt, vous savez, hypodense, vous voyez, par rapport aux autres structures, charnues, ou tissulaires, ou musculaires, etc.
Et donc en fait, la myéline, étant donné que c'est du gras, du coup, au scanner, on aura la substance grise qui sera, donc qui est vraiment la matière grise, comme on dit, qui sera donc un peu plus hyperdense, et la substance blanche, en fait, c'est de la myéline, les câbles, donc c'est les axones, donc c'est les câbles qui transmettent l'information, sera plutôt un peu plus grasse, donc un peu plus sombre. On voit mieux ici sur la série avec injection, on voit bien ici la substance grise qui contient les neurones, et puis la substance blanche ici qui est un peu plus hypodense, vous voyez. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que il n'y a pas que les neurones qui se trouvent au niveau du cortex. Alors vous voyez, le cortex, qu'est-ce que c'est? Le cortex, justement, cortical, cortex, c'est-à-dire la portion périphérique d'un organe. Donc le cortex cérébral, c'est ça, c'est la portion périphérique qui contient les fameux neurones qui sont responsables de toutes les fonctions cérébrales. Il y a des relais ici, au centre, c'est ce qu'on appelle les noyaux gris centraux. Alors noyau gris, noyau, et c'est de la matière grise aussi, donc il y a ce qu'on appelle des neurones dans ces noyaux gris, ils ont des fonctions extrêmement importantes, donc on ne va pas s'attarder ici. Ici, principalement, on a ce qu'on appelle le noyau lenticulaire, que l'on voit ici, et que l'on voit ici, donc ici à droite et ici à gauche, et ici on a ce qu'on appelle thalamus ou noyau thalamique. Voilà. Les vaisseaux sanguins, on ne va pas en parler aujourd'hui de façon détaillée, sachez simplement qu'il y a ce qu'on appelle les artères cérébrales. Les artères cérébrales sont principalement liées à ce qu'on appelle la division des deux artères carotides internes et ce qu'on appelle ici du tronc basilaire. Donc ici on a le tronc basilaire, ici les artères carotides, et il y aura ce qu'on appelle un polygone, c'est-à-dire en fait des artères qui vont en fait se communiquer les unes avec les autres et donner principalement trois groupes d'artères. Ici, ce qu'on appelle les artères cérébrales moyennes ou artères de Sylvius ou artères sylviennes qui vont irriguer une très grande portion du territoire cérébral. Ici, on aura ce qu'on appelle les artères cérébrales antérieures qui vont aller plutôt vers l'avant, irriguer la portion antérieure ici. On parlera des territoires cérébraux une autre fois, ne vous inquiétez pas. Et on aura vers l'arrière les artères cérébrales postérieures. Voilà. Au niveau du cerveau, on a déjà fait une bonne partie du schéma. On va simplement montrer ce qu'on appelle une reconstruction en MPR. Alors c'est ça, la reconstruction MPR, qui nous permet de visualiser le cerveau dans les trois plans. Donc ici on a les coupes axiales, ici on a les coupes sagittales et ici les coupes coronales. Alors, on a déjà vu les coupes axiales tout à l'heure. Là, on va remontrer un petit peu les lobes cérébraux et puis les étages sus et sous-tentoriels. Donc on va zoomer un petit peu, centrer notre image. Alors en général, selon les logiciels qu'on appelle des viewers, donc qui permettent de visualiser les images, ici, si vous ne savez pas comment vous retrouver, ici vous avez supérieur, antérieur, postérieur et inférieur. Comme ça, vous savez où vous êtes. Donc ici, on a une bonne visualisation donc, du cerveau avec injection de contraste en coupe sagittale. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a les deux étages. Vous vous rappelez, étage sustentoriel, vous voyez, et étage sous-tentoriel. Ça, c'est la tente du cervelet. La tente, comme une tente en fait. Hein. D'accord? C'est une membrane qui contient des vaisseaux sanguins, en l'occurrence des veines, et qui permet de séparer les deux étages. Et donc, en fait, là, qu'est-ce qu'on visualise? Regardez, ici, on a le lobe frontal. Ici, il y a ce qu'on appelle une scissure qu'on appelle scissure de Rolando, alors que l'on visualise plus ou moins bien, qui sépare ici le lobe frontal en avant du lobe pariétal en arrière. Et ici, on a le lobe, si on va un peu plus latéralement, le lobe temporal, d'accord? Voilà, ici. Et ici, entre le lobe pariétal et le lobe occipital, ici, on a ce qu'on appelle la scissure calcarine, qui est difficile à visualiser, et qui se trouve ici, dans cette région-là. Donc là, ici, on a le lobe occipital. Et ici, on retrouve notre cervelet, un hémisphère cérébelleux, et ici, on retrouve notre tronc cérébral. Alors, vous voyez, le tronc cérébral donc, va envoyer et bien sûr recevoir les informations émises. Donc, c'est une communication entre le cerveau, le cervelet bien sûr, et puis la moelle spinale, donc ce qui permet d'envoyer et de recevoir des messages au corps humain. Une dernière chose, avant de finir, ici, on a ce qu'on appelle la selle turcique. La selle turcique, ici, vous voyez, c'est une petite cavité qui contient ici une glande extrêmement importante qui s'appelle l'hypophyse. Voilà, donc c'est une glande qui est le chef d'orchestre des glandes endocrines du corps humain. Donc c'est elle qui va sécréter la plupart des hormones qui vont stimuler les glandes endocrines sécrétantes d'hormones. Et donc c'est l'hypophyse qui se trouve ici. Alors, juste pour remontrer un petit peu en coupe coronale, ici on a une coupe coronale, vous voyez bien.
Donc ici vers l'avant, donc vous voyez au niveau des orbites, on a les deux lobes frontaux, le frontal droit, le frontal gauche. On va aller un peu plus en arrière. Ici on a les lobes pariétaux. Ah, excusez-moi, temporaux au niveau des tempes, désolé pour la petite erreur. Ici on retrouve notre hypophyse avec ici ce qu'on appelle la tige pituitaire, qu'il a fait communiquer ici avec l'hypothalamus. Bon, on en parlera une autre fois, vous inquiétez pas. Ici on va un peu plus en arrière, ici on a les lobes pariétaux. On continue ici, et on finit ici, en arrière, ici, avec les lobes occipitaux. Voilà. Et n'oublions pas, très important, le cervelet. Vous voyez, avec ici, on voit bien la tente du cervelet. Vous voyez, là, on voit très bien la tente du cervelet qui sépare l'étage ici qu'on appelle supratentoriel et infratentoriel. Voilà. Alors, une dernière chose, tout de même, quand même, c'est très important aussi d'en parler. Le cerveau est séparé de la voûte crânienne par ce qu'on appelle des méninges. Un petit mot quand même sur les méninges. Les méninges, ben, c'est simplement les membranes qui séparent le cerveau de la voûte crânienne. Alors il y a trois types de méninges. Il y a la dure-mère tout d'abord qui est accolée, en fait c'est une grosse membrane verte dure qui est accolée à la voûte osseuse, donc à la face interne. Donc c'est ce qu'on appelle la dure-mère. Ensuite il y a ce qu'on appelle l'arachnoïde. Voilà, et en fait c'est quoi? C'est une méninge qui est constituée par des petites toiles en fait, et qui contient du liquide céphalorachidien qui se trouve autour. Et ensuite on a une méninge qui est fine et qui est accolée en fait ce qu'on appelle donc au gyri du cerveau, circonvolution, qu'on appelle la pimère. Alors on ne les voit pas ces méninges bien sûr au scanner, mais donc il faut juste en dire un petit mot. Ce qui nous permet de séparer en pathologie ce qu'on appelle les pathologies intraaxiales et extraaxiales. Dans le système nerveux central, que ce soit l'encéphale ou la moelle épinière, eh bien en fait on a les pathologies dites intraaxiales, par exemple une tumeur intraaxiale, c'est-à-dire en fait qui va se développer dans le tissu neurologique, à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur du cervelet. Voilà. Et extraaxial, ben, c'est ce qui va se développer autour, alors en général dans les méninges, ou bien dans l'os, ou bien par exemple à l'intérieur d'un ventricule, etc., mais qui ne va pas se développer stricto sensu dans la structure neuronale charnue, dans le tissu neuronal charnu du système nerveux central. Voilà, le cerveau, petite introduction qui nous permet aussi de parler du scanner, et il faut bien sûr ne pas hésiter, et toujours en imagerie, à analyser dans les trois plans de l'espace qui nous permet de visualiser les choses de façon différente et d'avoir une visualisation ainsi complète. Vous voyez, en coupe axiale, en coupe sagittale et en coupe coronale, afin de ne rien rater, afin de ne pas rater une lésion tumorale, une anomalie vasculaire ou autre. Je vous remercie pour cette première étude scanographique. Je vous invite bien sûr à liker, partager, commenter, enfin bref, vous connaissez tout le tout team. Et je vous dis à très bientôt, bien sûr, et merci pour les nouveaux abonnés, merci encore, au revoir.